Le fossoyeur m'attrapa le bras au moment où je m'éloignais du cercueil de mon père. Monsieur. Sa voix était basse, urgente, presque un murmure arraché de force à sa poitrine. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Pas maintenant. Je tentais de me dégager. Ma mère attendait près de la voiture, silhouette noire et immobile comme une statue de sel, le mouchoir serré dans le poing depuis 3 jours. Les autres personnes présentes aux funérailles se dispersaient entre les allées du cimetière, figures sombres qui glissaient en silence entre les pierres tombales comme des ombres que le soleil de l'après-midi allongeait sur les graviers. Il y avait cette odeur propre au cimetière parisien d'automne. Terre humide, chrysanthème jaune, le léger parfum métallique de l'air avant la pluie. Une odeur que j'allais désormais associer pour toujours au mot impossible. J'avais dans la poche un éloge funèbre que j'avais tout juste réussi à prononcer sans m'effondrer. Je me souviens encore du moment où le papier avait commencé à trembler entre mes mains. Non pas d'émotion, me dis-je à l'instant, mais de quelque chose de plus physique, comme si le corps comprenait avant le cerveau que quelque chose ne collait pas. Je me souviens des yeux de ma mère fixés sur moi depuis le premier rang, gonflés de larmes, avec cette fragilité que je ne lui avais jamais vue. Cette fragilité qui m'avait brisé le cœur 2 fois. Une fois parce qu'elle était réelle, et une autre, je ne devais le découvrir que plus tard. Parce qu'elle était jouée. Mon père était mort. Marc Fontaine, 67 ans. Une crise cardiaque, avait-on dit. On l'avait trouvé dans son bureau 3 jours plus tôt, effondré sur son bureau, parti avant même que le SAMU arrive. L'image de cette pièce me hantait. La lampe encore allumée sur la table, les documents éparpillés, la tasse de café à moitié pleine sur sa soucoupe, comme s'il avait juste levé les yeux un instant et décidé de ne plus les baisser. Mon père, Marc Fontaine, qui avait passé 40 ans à construire quelque chose, une famille, un cabinet, une réputation, laissé là comme une phrase inachevée. J'avais passé les 72 dernières heures à organiser des funérailles, à consoler ma mère, à essayer de me tenir debout pour ma femme et mes enfants. 72 heures sans dormir plus de quelques heures d'affilée, sans manger autre chose que le café apporté par les voisins et les collègues, sans vraiment ressentir quoi que ce soit, parce que la douleur était si grande qu'elle était devenue presque anesthésiante, comme une dose trop forte de quelque chose qui cesse de faire effet et commence à faire peur. Je n'avais pas le temps pour ce que voulait me dire ce fossoyeur. Je m'appelle Julien Fontaine. J'ai 39 ans. Je suis avocat en droit des affaires à Paris. J'ai un cabinet dans le 8e arrondissement, une femme que j'aime, 2 enfants qui sont ma vie, et jusqu'à 3 jours plus tôt, je croyais connaître tout ce qui comptait de ma famille. Je croyais savoir qui était mon père. Je croyais savoir d'où je venais, sur quoi reposait mon histoire. Je me trompais de manière si totale, si absolue, si vertigineuse, qu'aujourd'hui encore, 2 ans après, je me réveille parfois la nuit, dans le noir de notre chambre avec Claire qui respire légèrement à côté de moi, et je reste à fixer le plafond en me demandant si ce dimanche au Père-Lachaise a vraiment eu lieu, si ce n'était pas un très long rêve, un de ceux qui semblent avoir la consistance de la vraie vie, dont on se réveille convaincu un instant qu'ils se sont réellement produits. Ce dimanche avait vraiment eu lieu. « Votre père m'a payé », dit le fossoyeur. Je m'arrêtai. Ce ne fut pas une décision consciente. Ce fut le corps. Ce même corps qui avait tremblé pendant l'éloge funèbre, ce même corps qui pendant 3 jours avait fonctionné de manière mécanique, automatique, comme une montre qui continue de marquer l'heure même quand la personne qui la porte n'est plus là, qui refusa de faire un pas de plus. Payé pourquoi ? Le fossoyeur, un homme usé par le temps, la cinquantaine, la peau du visage marquée par des années de travail en plein air, de la terre sous les ongles de celui qui enfonce les mains dans la terre chaque jour et n'arrête pas d'y penser même sous la douche, les yeux de celui qui a vu trop d'enterrements pour croire encore aux cérémonies, se rapprocha encore. Il se rapprocha si près que je pouvais sentir l'odeur du tabac sur ses vêtements, légère et presque douce. Pour enterrer un cercueil vide. Le monde vacilla. Ce n'est pas une métaphore. Le monde vacilla vraiment. Le gravier de l'allée sembla pencher de quelques degrés vers la gauche,
Les pierres tombales autour de moi semblèrent perdre leur verticalité. L'horizon se déplaça. Je sentis un vertige soudain et aigu, comme lorsqu'on se lève d'un bond après être resté assis longtemps, mais multiplié par quelque chose qui n'avait pas de nom. Arrêtez de plaisanter. Mon père est mort. J'ai vu son corps à la chambre funéraire. Vous avez vu ce qu'il voulait que vous voyiez? C'est absurde. Ma voix sortit plus plate que je ne le souhaitais. Plate comme le bitume sous les pieds. Il y a eu une veillée. Les gens ont signé le registre. Ma mère l'a embrassé sur le front. Le fossoyeur pressa quelque chose dans ma paume. Une clé. Petite, en laiton bruni, avec l'aspect de quelque chose d'ancien et de soigné à la fois. Quelque chose qui avait été conservé avec attention, sorti et remis dans le tiroir des milliers de fois au fil des années. Sur le côté de la tête était gravé un numéro. 17. C'est quoi ça? Ne rentrez pas chez vous. Sa voix descendit jusqu'à devenir un sifflement, le son de quelqu'un qui a peur d'être entendu, qui regarde autour de lui en parlant. Allez à l'unité 17, le garde-meuble de la rue de la Roquette, près de la Nation. Votre père a laissé des instructions. Des instructions? Je ris, et ce fut un rire bref, involontaire, presque hystérique. Il est mort il y a 3 jours. D'une crise cardiaque. Mon téléphone vibra. Un message de ma mère. Rentre seul à la maison. Je fixai le message. 5 mots. Aucun point d'interrogation. Aucun point d'exclamation. Aucune des 1000 nuances que ma mère mettait dans chaque message qu'elle m'avait jamais envoyé au cours de 30 ans. Pas de mon chéri, pas de mon amour, pas des émojis qu'elle avait appris à utiliser avec un enthousiasme tardif et touchant, pas des points de suspension avec lesquels elle finissait toujours ses phrases, comme si elle n'arrivait jamais à dire complètement ce qu'elle voulait dire. 5 mots. Froid, comme des pierres. Quelque chose se contracta dans mon estomac. Le fossoyeur vit l'écran. Son visage, déjà pâle sous le hâle du travail en plein air, devint d'un blanc qui faisait peur. « Ne le faites pas », dit-il. Sa voix avait perdu jusqu'à la dernière couche de retenue. Maintenant, c'était seulement de la peur, nue et reconnaissable. Quoi que vous fassiez, ne rentrez pas chez vous, pas encore. Allez tout de suite à l'unité 17. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une sorte de plaisanterie macabre? Pourquoi un homme qui travaille dans un cimetière fait-il ça le jour des funérailles de mon père? Votre père disait que vous poseriez des questions. Il disait que vous étiez avocat, que vous aviez toujours besoin de preuves, que vous ne faisiez confiance à rien que vous ne puissiez toucher de vos propres mains. L'homme glissa la main dans la poche intérieure de sa veste, une veste sombre, élimée au coude, qui avait connu de meilleurs jours, et en sortit une enveloppe, jaunie, usée au coin comme quelque chose qui a été manipulé de nombreuses fois au cours de nombreuses années. Les bords s'effilochaient légèrement. Elle avait l'aspect de quelque chose de très vieux qui avait été conservé avec grand soin. Il me l'a remise il y a 20 ans. Il m'a dit de vous la donner si jamais je devais vous remettre la clé. Je pris l'enveloppe. Sur la face avant était écrit mon prénom, de l'écriture de mon père. Julien. Cette écriture précise, légèrement inclinée vers la droite, avec les lettres légèrement plus grandes au début de chaque mot puis plus serrées vers la fin. La même que j'avais vue toute ma vie sur des cartes d'anniversaire, des notes sur le réfrigérateur, des lettres envoyées quand j'étais à Lyon pour mes études de droit, des rappels laissés sur la table de cuisine quand il partait pour des conférences. Une écriture que je reconnaissais dans le noir, que je reconnaîtrais entre 1000, que je reconnaîtrais encore aujourd'hui alors que des années ont passé et que je n'ai vu cette enveloppe qu'une seule fois. Julien. Écrit par une main qui, selon le certificat de décès, n'aurait plus jamais rien dû écrire. Il a tout planifié depuis longtemps, mon fils. Le fossoyeur avait dans la voix quelque chose de presque admiratif, mêlé à autre chose, une vieille tristesse, la tristesse de celui qui a porté un secret si longtemps qu'il est devenu une partie de son identité. Quoi qu'il y ait dans ce garde-meuble, il voulait que vous le trouviez. Et ce message? Il indiqua mon téléphone d'un geste à peine esquissé. Votre père en avait peur, assez peur pour simuler sa propre mort. Il se retourna.
Attendez, votre nom. Qui êtes-vous? René Duchamp, dit-il sans se retourner. Je travaille dans ce cimetière depuis 30 ans. J'ai enterré plus de gens que je ne m'en souviens. Mais celle-là, ajouta-t-il en s'arrêtant un instant, les épaules toujours tournées vers moi. C'est le premier cercueil vide. Puis il s'éloigna, disparaissant entre les pierres tombales, comme s'il n'avait jamais existé, comme si le Père Lachaise l'avait simplement avalé, comme il fait avec toutes les choses qui ne doivent pas être vues. Je restai seul devant la tombe de mon père. Une tombe avec un cercueil vide en dessous. Dans une main, je serrais une clé en laiton. Dans l'autre, je tenais une enveloppe avec mon prénom écrit de la main d'un mort. Le message de ma mère brillait sur mon téléphone avec ces 5 mots qui ne lui ressemblaient pas du tout. Et le vent d'octobre qui venait des allées boisées du cimetière portait l'odeur des fleurs déposées sur le cercueil. Fleurs blanches, lisses et gerbes ras blancs, comme ma mère l'avait voulu. Le parfum d'un deuil pour quelqu'un qui n'était peut-être pas mort. Rien, absolument rien dans ma vie n'avait plus de sens. Je ne rentrai pas chez moi. Je ne saurais pas l'expliquer avec précision. Ce ne fut pas une décision prise avec la tête. La tête, à ce moment-là, essayait encore de traiter l'information la plus élémentaire, celle d'un cercueil vide et d'un père qui n'était peut-être pas mort. Ce fut quelque chose de plus ancien et de moins rationnel. L'instinct, peut-être? La mémoire musculaire des années passées à écouter les incohérences dans les récits, à trouver les contradictions dans les dépositions, à comprendre quand une histoire avait des trous. Le travail d'un avocat qui ne s'éteint jamais complètement, même le jour des funérailles de son père. Ou peut-être était-ce simplement l'expression sur le visage de René Duchamp quand il avait vu ce message? Ce blanc soudain sous le hâle, cette peur qui ne se joue pas. Ou peut-être l'enveloppe, cette enveloppe jaunie avec mon prénom écrit 20 ans plus tôt. Je l'ouvris dans la voiture, garée au bord du cimetière, dans le parking à moitié vide, où ne restaient que les voitures des proches et les fourgons de la société de pompes funèbres. Mes mains tremblaient aussi violemment que j'arrivais à peine à déchirer le seau d'une enveloppe qui avait été fermée 20 ans plus tôt, peut-être par ces mêmes mains que j'avais tenues pendant les jours de deuil. Ces mêmes mains que j'avais vues accomplir 1000 gestes domestiques au cours d'une vie entière. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, blanche, épaisse, le type de bon papier qu'on utilise quand on veut que quelque chose dure. Couverte d'un seul côté, écrite à la main, avec la même écriture inclinée que sur la face de l'enveloppe. Julien, si tu lis ceci, c'est que René t'a remis la clé, ce qui signifie que j'ai dû disparaître. Je sais que tu as des questions. Je sais que tu es confus, en colère, probablement convaincu que c'est une plaisanterie élaborée de très mauvais goût. Ce n'en est pas une. Tout ce que je vais te dire est vrai. Et je suis désolé, plus désolé que tu ne pourras jamais le savoir, plus que je ne saurais l'écrire sur cette feuille, de te l'avoir caché pendant si longtemps. J'ai porté ce secret pendant toute ta vie d'adulte. J'ai regardé tes enfants naître en sachant qu'il existait. J'ai dansé à ton mariage en sachant qu'il existait. J'ai dîné avec toi chaque dimanche. J'ai discuté de football et de politique et de tout ce rien merveilleux dont parlent les pères et les fils quand ils ne parlent pas de ce qui compte vraiment. Et je savais qu'il existait. Je ne me le pardonnerai jamais complètement, mais j'espère que tu pourras le faire. Va à l'unité 17, garde-meuble de la rue de la Roquette. La clé ouvrira le cadenas. À l'intérieur, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour comprendre. Mais Julien, et c'est la partie la plus importante, celle que je te demande de lire 2 fois, ne rentre pas chez toi. Pas avant d'être allé au garde-meuble. Pas avant d'avoir compris ce qui se passe. Si tu as reçu un message de ta mère te demandant de rentrer, surtout s'il semble étrange, froid, différent de sa façon d'être, n'y va pas. Ce n'est pas eux. Ils ont ta mère. Ils s'en servent pour t'atteindre. Je t'expliquerai tout. Je te le promets. J'ai attendu trop longtemps pour ne pas te l'expliquer. Fais confiance uniquement à la femme au garde-meuble. Elle s'appelle Patricia. Elle t'attend. Je t'aime, mon fils. Je t'ai toujours aimé. Et tout ce que j'ai fait, tout, même les choses pour lesquelles tu as tout le droit de m'en vouloir,
C'était pour te protéger, toi et ta famille. Va tout de suite à l'unité 17. Ton père. Je lus la lettre 3 fois. La première fois avec les yeux qui couraient vite, à la recherche de quelque chose qui laisserait entendre que c'était un mensonge, une plaisanterie, une folie. La deuxième fois lentement, mot à mot, en laissant chaque phrase se déposer comme un sédiment au fond d'un verre. La troisième fois en silence, tenant la feuille entre mes mains comme on tient les choses fragiles, les choses précieuses, les choses qui, si elles tombent, ne se brisent pas mais se transforment en autre chose. Puis je mis le moteur en marche et me dirigeai vers la rue de la Roquette. Le garde-meuble de la rue de la Roquette était un vaste complexe aux confins du 11e arrondissement, dans cette zone de Paris qui n'est plus vraiment le centre, mais n'est pas encore la banlieue. Cette bande grise d'entrepôts reconvertis, de restaurants éthiopiens et de laveries automatiques que la ville produit à ses marges comme une sorte de sédiment urbain. Des rangées de box en métal ondulées de couleur gris clair, mat sous la lumière de l'après-midi. Des caméras de sécurité positionnées à chaque angle avec cette obsession pour la surveillance devenue l'esthétique de notre époque. Un portail grillagé de 3 mètres de haut avec du fil de fer barbelé au sommet, du type qu'on voit autour des chantiers et des zones désaffectées. L'air sentait le béton, l'essence brûlée et cette qualité spécifique de silence que possèdent les lieux où les gens viennent déposer les choses qu'ils n'arrivent ni à garder ni à jeter. Je me garai devant le bureau d'entrée. Je restai assis dans la voiture quelques secondes, regardant mon reflet dans le rétroviseur. J'avais desserré ma cravate. La cravate noire que j'avais mise 3 jours plus tôt et que je n'avais jamais changée parce que je n'étais pas rentré dormir chez moi. Et les yeux de quelqu'un qui ne dort pas depuis des jours, rouges sur les bords, avec cette fatigue profonde qui va au-delà du physique et devient une condition de l'âme. Entre, me dis-je. Entre et découvre ce qui se passe. Au bureau d'entrée, une femme se tenait debout près de la porte, comme si elle m'attendait, comme si elle savait exactement à quelle heure j'arriverais. Julien Fontaine? Ce n'était pas une question. Elle avait la quarantaine avancée, peut-être 46, peut-être 48, avec cette qualité d'âge que certaines femmes ont, et qui n'est pas un âge précis, mais une phase de la vie où l'on a cessé de s'en préoccuper. Cheveux châtains, rassemblés de façon pratique, sans coquetterie. Traits réguliers, rien d'ostentatoire. Vêtements civils, un pantalon gris foncé, un manteau long couleur camel, des chaussures basses à semelles en caoutchouc, le genre de chaussures qui ne font pas de bruit. Mais quelque chose dans sa façon de se tenir, dans la façon dont ses yeux se déplaçaient méthodiquement même quand elle me regardait, quelque chose qu'elle avait appris et n'arrivait plus à arrêter, criait force de l'ordre avec une clarté qui n'avait pas besoin de mots. Patricia. Capitaine Patricia Renard. OCRGDF. Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Elle ouvrit un portefeuille en cuir sombre, montra une carte pendant moins de 3 secondes, puis la remit dans sa poche avec la naturelle de quelqu'un qui fait ça des dizaines de fois par jour. Votre père m'a dit que vous viendriez. Il vous attendait depuis ce matin. Attendez, l'OCRGDF? Quel rapport entre la police financière et mon père? Mon père était expert comptable? Tout sera expliqué, mais pas ici. Son regard fit un tour rapide et méthodique des caméras visibles. On nous surveille. Nous devons bouger maintenant. Elle me guida à travers le labyrinthe de box, numéros croissants sur des portes identiques, gris sur gris, la monotonie géométrique d'un espace conçu pour contenir, et non pour être vécu. Nous passâmes le 1, le 2, le 5, le 10. Nous passâmes le 15 et le 16. Le fond du complexe était plus silencieux, plus isolé. Loin du bureau, loin du portail, loin des caméras principales. Unité 17. Une porte métallique pareille à toutes les autres. Un cadenas en acier qui semblait neuf. Utilisez la clé, dit Patricia, et sa voix était devenue plus basse, presque un murmure. J'insérai la petite clé en laiton dans le cadenas. Elle tourna parfaitement, non pas avec la résistance de quelque chose de vieux et rouillé, mais avec la fluidité de quelque chose de récemment graissé, préparé, prêt.
Le cadenas s'ouvrit avec un son net et définitif. Je levai le rideau métallique. Le bruit métallique du rideau qui se relevait se dispersa dans l'air frais de l'après-midi, et mon père se leva d'une chaise à l'intérieur. Julien. Sa voix. Sa voix exacte, avec cette qualité légèrement enrouée qu'il avait toujours eue le matin et qui ne disparaissait jamais tout à fait au fil de la journée, avec cette inflexion légèrement lyonnaise qu'il n'avait jamais tout à fait réussi à effacer malgré des années de vie à Paris, avec cette façon particulière qu'il avait de prononcer mon prénom, comme s'il contenait quelque chose de plus que les 3 syllabes qui le composent. Il semblait plus vieux que lors de la mise en bière, plus fatigué, avec quelque chose d'usé autour des yeux, les cheveux plus gris que dans mon souvenir. Ou peut-être était-ce la lumière artificielle du box. Il portait les vêtements de quelqu'un qui dort habillé depuis des jours. Mais c'était lui. C'était indubitablement, impossiblement, extraordinairement lui. Vivant. Papa, je sais. Il se leva de la chaise, fit un pas vers moi. Je sais que c'est beaucoup, mais j'ai besoin que tu entres et que tu fermes la porte avant que quelqu'un nous voie. Je trébuchais à l'intérieur comme si mes jambes ne savaient pas très bien dans quelle direction aller. Patricia entra derrière moi et abaissa le rideau métallique. Le bruit métallique cette fois fut définitif. Un son de fermeture, de frontière. L'espace était plus grand que je ne l'avais imaginé. Pas un box ordinaire. Ce qui se trouvait devant moi n'était pas un espace de stockage. C'était une pièce habitée, vécue depuis longtemps. Un lit de camp dans un coin recouvert de couvertures militaires, un petit réfrigérateur ronronnant contre le mur droit. Une table sur laquelle étaient reposés 2 ordinateurs portables ouverts et 3 écrans plus grands, chacun connecté à des caméras de surveillance de différents endroits. Je reconnus le coin de notre rue dans le 16e, le portail de l'école de Sophie, l'entrée de mon cabinet. Un mur entier couvert de photographies, de documents, de photocopies d'actes judiciaires, de cartes de la ville avec des cercles tracés à la main, et au milieu de tout cela, un système de ficelles rouges qui reliait les différents éléments comme quelque chose sorti d'un film, comme quelque chose sorti du cauchemar de quelqu'un. Et au centre de tout cela, mon père, Marc Fontaine, l'homme que j'avais cru enterré 1 heure plus tôt. Comment ? C'était le seul mot que je réussis à prononcer. Comme si tous les autres mots, les questions, les accusations, la confusion, le soulagement absurde et inattendu de voir qu'il était vivant, s'étaient tous bousculés ensemble vers la sortie et se bloquaient mutuellement. « Assieds-toi, mon fils. » Il indiqua une chaise pliante installée près de la table. « Ça va prendre un peu de temps. » Je m'assis. Mes jambes n'auraient de toute façon plus tenu longtemps. Le corps à la chambre funéraire, c'était celui de qui ? Un cadavre d'un département de médecine légale universitaire. Même taille, même corpulence. Les pompes funèbres ont été dédommagées pour ne pas poser de questions. Une pause. La façon dont il dit ces mots, posément, sans orgueil, avec la fatigue de quelqu'un qui a planifié quelque chose d'énorme et n'éprouve aucun plaisir à l'avoir fait, me dit plus que n'importe quoi d'autre qu'il disait la vérité. J'ai planifié tout ça pendant des mois, Julien. Depuis que j'ai appris que Victor Karim allait sortir de prison. Victor Karim. Je répétais ce nom comme s'il pouvait me dire quelque chose seul, sans contexte. Qui est Victor Karim ? Mon père échangea un regard avec Patricia. Un de ces regards entre personnes qui partagent un secret depuis si longtemps que le secret est devenu une partie d'elle-même, comme un organe de plus. Puis il prit une longue et lente inspiration, comme quelqu'un qui se prépare à soulever un poids dont il sait déjà la lourdeur. « C'est la raison pour laquelle je t'ai menti pendant toute ta vie d'adulte. » Il fallut 2 heures pour raconter l'histoire. 2 heures assis sur cette chaise pliante dans le box numéro 17 d'un garde-meuble de la rue de la Roquette, tandis qu'au dehors, l'après-midi se transformait en soir et que les caméras sur les écrans montraient le coin de ma rue avec les réverbères qui s'allumaient un par un. 2 heures pendant lesquelles mon père, debout devant le mur tapissé de photographies et de documents, me raconta l'histoire de sa vie. La vraie, pas celle que j'avais cru connaître.
En 1995, mon père avait 38 ans. Il était expert comptable avec un cabinet prospère installé dans le 9e arrondissement de Paris, une clientèle de petites et moyennes entreprises, une réputation construite en 10 ans de travail précis et honnête. C'était l'année où lui et ma mère venaient de se marier. J'avais vu les photos de ce mariage des centaines de fois. Ma mère dans la robe blanche simple qu'elle avait choisie parce qu'elle disait que les robes compliquées lui semblaient prétentieuses. Mon père avec la veste qui tirait un peu aux épaules et le sourire de quelqu'un qui n'arrive pas à croire à sa propre chance. L'un de ses clients était un homme nommé Victor Karim. En apparence, Karim gérait une société d'import-export dans le secteur du textile. L'un de ces nombreux entrepreneurs qui avaient flairé l'affaire des marchés d'Europe de l'Est après la chute du mur, qui importait des tissus de Pologne et de Roumanie, et les revendait à des prix compétitifs aux fabricants français. Il avait un bureau à la Défense, des salariés régulièrement embauchés avec des contrats à durée indéterminée, un site web professionnel, un expert comptable, mon père, qui tenait les livres en ordre. En réalité, il était l'un des plus puissants blanchisseurs d'argent sale de France, qui nettoyait le cash du crime organisé pour des réseaux d'Île-de-France au Midi, de Marseille à Lyon, à travers un réseau de sociétés écrans au nom de personnes qui n'existaient pas ou de prête-noms qui ne parleraient jamais. Mon père ne le savait pas au début. Il ne voyait que les chiffres, les dépôts réguliers, les virements entrants et sortants, les factures de société avec des noms plausibles, les bilans trimestriels qui tombaient toujours justes. C'était un client ordonné, ponctuel dans ses paiements, jamais problématique. Le genre de client qu'un comptable apprécie. Il fallut 6 mois pour comprendre ce qui se passait vraiment. Un soir, travaillant tard au cabinet sur un rapprochement bancaire compliqué, il remarqua une discordance. Petite, presque imperceptible, le genre de choses qui échappe si on n'est pas habitué à chercher ce qui ne devrait pas être là. Une société fournisseur qui n'apparaissait pas au registre du commerce et des sociétés. Une facture pour un service sans correspondance logique dans le cycle de production de l'entreprise. Un numéro de compte étranger qui apparaissait dans 2 documents différents sous 2 intitulés différents. Il commença à chercher. Et plus il cherchait, plus il trouvait. Et plus il trouvait, plus il comprenait. Et quand il comprit, il était déjà dedans jusqu'au cou. Ses tampons sur de faux documents, sa signature sur des déclarations qui dissimulaient des transferts illégaux, son professionnalisme transformé en instrument d'une opération criminelle à l'échelle nationale. « J'aurais pu regarder ailleurs », dit-il, avec la voix de quelqu'un qui a fait cette analyse si souvent qu'il l'a usée. Faire semblant de n'avoir rien vu. Fermer le dossier, me retirer de cette clientèle avec une excuse, et continuer. C'est ce qu'auraient fait la plupart des gens, en réalisant qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. « Mais tu ne l'as pas fait !»« Non ?» Il s'arrêta. Il alla s'asseoir sur le bord du lit de camp, comme si toute cette histoire le pesait physiquement. « Je suis allé à l'OCRGDF. » Il indiqua Patricia d'un geste simple, comme on indique quelqu'un qui fait partie d'une histoire depuis si longtemps qu'il en est devenu le décor. « J'avais 29 ans, » dit Patricia, reprenant le fil du récit avec la naturelle de quelqu'un qui l'a déjà raconté de nombreuses fois, mais sans jamais cesser de le ressentir. « Je venais d'intégrer l'office. On m'affecta à votre père parce que personne ne croyait que l'affaire irait quelque part. Un expert comptable de province avec des soupçons sur un client du textile? Ce n'était pas le genre d'affaire que les vétérans se disputaient. Et pourtant, elle alla quelque part, dit mon père. Votre père porta le micro pendant 2 ans, continua Patricia. 2 ans de réunions avec Karim, 2 ans de conversations enregistrées, 2 ans de documents soustraits discrètement et photocopiés la nuit. Il rassembla assez de preuves pour démanteler toute l'opération. Des centaines de millions d'euros blanchis, des connexions avec 6 réseaux criminels différents, 3 fonctionnaires corrompus dont un juge d'instruction et un commissaire divisionnaire. 2 ans. Mon père avait porté un micro caché sous sa chemise pendant 2 ans, avait souri à Victor Karim à travers les tables de restaurant et les guichets de banque, avait serré la main à cet homme en sachant qu'il rassemblait les preuves pour le faire condamner. 2 ans pendant lesquels, chaque fois qu'il sortait de chez lui,
Il pouvait ne pas revenir, et il le savait, et il le faisait quand même. En 1998, j'ai témoigné, continua mon père. Au tribunal, devant Karim, ses avocats, les journalistes qui remplissèrent les premiers rangs. Karim me regarda pendant toute la durée de mon témoignage. Pas avec de la colère, avec une sorte de calme froid qui était pire que la colère. Comme s'il enregistrait chaque mot, chaque geste, chaque détail pour s'en souvenir. Il fit une pause. Il fut condamné à 30 ans. Silence. J'aurais dû être placé sous protection des témoins, dit-il enfin. C'était prévu. Nous en avions discuté. Mais l'OCRGDF me convainquit que le danger était passé, que Karim mourrait en prison, que son organisation avait été démantelée à la racine, que je pouvais vivre une vie normale, regarder le procès, assister à la condamnation, et puis simplement reprendre une vie normale. Et tu les as crus. Mon père leva les yeux sur moi. Dans ses yeux se trouvait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la culpabilité exactement, ou du moins pas seulement de la culpabilité. C'était davantage la fatigue de quelqu'un qui a combattu la même pensée depuis si longtemps qu'elle est devenue une partie de lui, comme une cicatrice qui ne fait plus mal, mais ne disparaît pas. Je voulais les croire. Ta mère et moi venions de nous marier. Nous voulions des enfants. Tu étais déjà en chemin, même si nous ne le savions pas encore. Je n'arrivais pas à imaginer élever une famille en me cachant, emmener mon fils à l'école en regardant par-dessus mon épaule, ne pas pouvoir dormir en paix parce que n'importe qui pouvait être quelqu'un envoyé par Karim. Alors tu es resté. Je suis resté. J'ai changé quelques habitudes. J'ai gardé les yeux ouverts pendant les premières années. Mais avec le temps, quand il ne se passait rien, quand la vie continuait normalement, toi qui grandissais, ta mère et moi qui construisions ce qu'on voulait construire, j'ai baissé la garde. Karim était en prison. Ses hommes s'étaient dispersés. Je pensais que c'était fini. Il se leva et s'approcha du mur. Ce mur tapissé d'histoires entrelacées de ficelles rouges. Il trouva une photographie et la pointa. Puis, il y a 3 mois, Victor Karim a été libéré. La photo montrait un homme la soixantaine avancée, prise à la sortie d'un établissement pénitentiaire. Cheveux entièrement gris, soigneusement coiffés, comme s'il avait eu le temps de se préparer à cette sortie. Des traits marqués mais non brisés. Des yeux clairs, presque gris sur la photo, avec cette qualité de froid absolu que possèdent certains lacs en hiver. Beau et dangereux à la fois. Ce n'était pas le visage d'un homme détruit par la prison. C'était le visage d'un homme qui avait utilisé la prison. Réduction de peine, dit mon père avec une amertume qui ne contenait aucune surprise, seulement une fatigue amère. Aménagement de peine pour bonne conduite, accords entre avocats, recours procéduraux. Il a fait ce que certains hommes font en prison. Il s'est rendu indispensable, il a collaboré juste assez pour sembler réhabilité, il a attendu, et le jour même où il est sorti, il a commencé à remettre ses plans en place. Des plans pourquoi? Pour ça? Il indiqua une autre section du mur. Une série de photographies différentes, non pas des images de documents ou de salles d'audience, des images de gens que je connaissais. Moi, pris de loin alors que je sortais de mon cabinet. Ma mère qui faisait ses courses au marché d'Aligre. Claire qui accompagnait les enfants à l'école. Sophie avec son cartable rouge et Louis avec le sien bleu. Une photographie prise dans le square à côté de chez nous. Les enfants sur la balançoire. Claire sur un banc avec son téléphone à la main, totalement inconsciente. Le sang se figea dans mes veines. Pas métaphoriquement. Le sang se figea vraiment. Je sentis un froid qui partait du centre de ma poitrine et irradiait vers les extrémités, comme si quelque chose d'essentiel s'était éteint. Il veut s'en prendre à nous tous. À toute la famille Fontaine, dit mon père. Sa voix se brisa. Pas complètement. Pas de la façon dont se brise la voix de quelqu'un qui perd le contrôle, mais de cette façon subtile dont se brise la voix de quelqu'un qui a gardé le contrôle trop longtemps et sent qu'il n'en peut plus. Une fine fissure dans un mur qui jusqu'alors semblait solide.
Il a eu 25 ans pour penser à ce que j'ai fait. 25 ans en cellule pour planifier sa vengeance. Il veut tuer tous ceux que j'aime, Julien. Il veut le faire pièce par pièce, personne par personne, en me forçant à regarder. Et ensuite, il veut me tuer lentement, en sachant que j'ai vu faire. La pièce semblait plus petite. L'air du box, déjà lourd de cette qualité confinée et artificielle des lieux sans fenêtres, sembla encore plus dense. « Comment tu le sais ?» Patricia s'avança, et dans sa façon de se déplacer, précise, sans urgence mais sans hésitation, je compris que c'était elle qui guidait cette partie de la conversation, comme elle avait guidé toute l'opération depuis des mois, peut-être des années. Nous avons des informateurs à l'intérieur de son organisation, des hommes qui étaient proches de Karim avant 1998 et qui, au fil des années, ont accumulé des dettes envers nous, des dettes qui se remboursent avec des informations. Quand Karim est sorti, il les a contactés presque immédiatement. En une semaine, il avait un noyau de personnes. En un mois, il avait un plan opérationnel. Un plan pour faire quoi exactement? Pour assassiner toute votre famille. Patricia prononça ces mots avec la franchise plate de celui qui a appris. Parce qu'il a dû l'apprendre, parce que c'est son métier, à dire des choses horribles sans les embellir, sans en arrondir les angles, sans donner aux gens la fausse consolation d'un euphémisme. Votre mère, votre femme, vos enfants, tous, avec votre père forcé à regarder chaque instant. Je me levais. Je n'en décidais rien. Je me levais. C'est tout. Le corps qui réagissait avant l'esprit. Les jambes qui me portaient brandi vers le rideau métallique fermé, comme si, au dehors, il y avait quelque chose d'urgent que je devais rejoindre. Puis je m'arrêtais, parce qu'il n'y avait rien d'urgent au dehors. Au dehors, il n'y avait que des rangées de box gris et des caméras de surveillance, et un soir qui devenait nuit. C'est pourquoi j'ai simulé ma mort, dit mon père, avec la voix de quelqu'un qui sait que ses paroles ne suffiront pas, mais les dit quand même. Si Karim croit que je suis mort, il pourrait perdre son intérêt. Il pourrait décider que la vengeance ne vaut pas la peine si sa cible principale a déjà disparu. Il pourrait, mais le message de maman. Le visage de mon père se fit sombre, comme un ciel avant l'orage. C'est pourquoi je t'ai dit de ne pas rentrer. Quelque chose ne va pas. Ce message, ce n'était pas elle. Le phrasé était faux. Le ton était faux. Ta mère n'écrirait jamais comme ça, même dans un moment de crise, même si elle était mourante. Donc les hommes de Karim sont probablement chez vous maintenant. Probablement. À t'attendre. Je sortis mon téléphone. Mes doigts tremblaient légèrement, tandis que je cherchais le numéro de Claire. Elle répondit à la deuxième sonnerie. « Julien, salut. Comment s'est passé l'enterrement ?» Sa voix était celle de toujours, chaude, avec cette qualité de présence totale qu'elle avait toujours eue au téléphone, comme si rien n'existait au-delà de la personne avec qui elle parlait. « Tu arrives quand? Tu es où? Où êtes-vous, vous? » ?»« Chez tes parents. Ta mère nous a invités à dîner après la cérémonie. On est entré avec le double des clés qu'elle nous avait données. Les enfants sont dans le jardin. » Claire baissa légèrement la voix. « Sophie t'a demandé. » Et Louis a mis la cravate de grand-père qu'il a trouvée dans l'entrée. Il dit qu'il veut lui ressembler. Mon cœur s'arrêta. « Maman n'est pas avec vous? » ?»« Non, elle a dit qu'elle avait une commission à faire après les funérailles. Elle nous a dit de ne pas l'attendre. » Une très brève pause. « Julien, ça va? Ta voix semble bizarre. »« Claire, écoute-moi. » Je cherchais à garder ma voix ferme, posée, dépourvue de tout élément susceptible de lui faire plus peur que mes mots n'allaient déjà le faire. « Prends Sophie et Louis et sortez de cette maison maintenant, tout de suite. »« Quoi? Pourquoi? Julien? » ?»« Je ne peux pas te l'expliquer maintenant, pas au téléphone. Je te demande de me faire confiance comme je ne t'ai jamais rien demandé de toute ma vie. Prends les enfants, sors par la porte et allez dans un endroit public. Le café du coin, le centre commercial de la Défense, n'importe où, avec beaucoup de monde et de lumière. Et ne dites à personne où vous allez. Silence. Le type de silence dans lequel on entend une personne qui réfléchit, qui évalue, qui décide en quelques secondes
si elle peut faire confiance à quelque chose qu'elle ne comprend pas. D'accord, dit Claire finalement. D'accord, on sort. Appelle ce numéro quand vous êtes en sécurité. Et Claire, ne rentre pas chez nous non plus. Pas avant que tu aies de mes nouvelles directement de ma bouche. Julien, je t'aime. Maintenant vas-y. Je raccrochais. Je me retournais vers mon père. Claire et les enfants sont chez toi. Karim pourrait avoir quelqu'un là-bas. Ils n'y sont pas. Patricia fixait son téléphone avec cette concentration absolue de celui qui est habitué à lire des informations urgentes en temps réel. Nous avons une surveillance sur la résidence Fontaine depuis des semaines. 2 hommes sont arrivés il y a environ 50 minutes. Ils sont entrés par la porte de service. Ils sont à l'intérieur, immobiles. Immobiles à attendre qui? N'importe qui se présente. Vous, votre mère. Je me rassis sur la chaise. Ou plutôt je m'y laissais tomber, pour être précis. Où est ma mère? Le visage de mon père était de ce gris spécifique que prennent les visages quand la peur se mêle à la culpabilité et la culpabilité à l'impuissance. C'est ce que nous devons trouver. Les 3 heures suivantes furent un tourbillon. Patricia activa son équipe. 6 agents en civil qui étaient restés à distance de sécurité, répartis en différentes positions autour de la ville, en attente d'ordre. L'un était garé à 3 rues du garde-meuble. 2 se trouvaient dans le 8e arrondissement, à proximité de chez mes parents. Un autre était dans le secteur du cimetière. Ils communiquaient par des canaux cryptés sur des téléphones opérationnels que personne n'utilisait pour autre chose. En une demi-heure, le box numéro 17 se transforma en quelque chose ressemblant à un centre opérationnel. Quelqu'un apporta une 2e table pliante. Un agent s'installa devant les écrans, surveillant les caméras de sécurité. Patricia était debout, au centre de la pièce, avec une tablette à la main, son visage éclairé par l'écran, et elle coordonnait avec la précision sèche de quelqu'un qui a fait ça suffisamment de fois pour ne plus gaspiller un seul mot. Les images des caméras de sécurité du Père Lachaise arrivèrent en moins de 20 minutes. Je les regardais sur le plus grand écran. Les images granuleuses et en noir et blanc comme toutes les vidéos de surveillance. Cette qualité presque irréelle qu'ont les images captées par des machines qui ne regardent pas, qui enregistrent sans comprendre. Ma mère qui marche vers sa voiture après la cérémonie. Ma mère, Marguerite Fontaine, 64 ans, ancienne professeure de lettres classiques au lycée Henri IV, femme qui avait enseigné Molière et Flaubert à des générations d'élèves parisiens, femme qui faisait le pot-au-feu le samedi matin et laissait toujours une assiette couverte au réfrigérateur pour quiconque arrivait tard, qui marche vers sa Peugeot grise dans le parking latéral. Son mouchoir encore à la main, encore avec cette fragilité que je croyais être de la douleur, et qui était en réalité une terreur retenue. Un SUV noir qui s'approche lentement. 2 hommes qui descendent avant même que le moteur s'éteigne. L'un qui s'approche d'elle par la droite, l'autre qui coupe la route du côté gauche. Ma main qui s'approche de l'écran sans que je m'en aperçoive. Comme si je pouvais arrêter ce qui est sur le point de se passer dans une vidéo déjà tournée. Quelque chose plaqué sur le visage de ma mère. Son corps qui s'affaisse. Les bras des hommes qui la prennent avec une compétence mécanique, rapide, presque douce dans son efficacité terrible. 33 secondes. Du moment où le SUV s'approche jusqu'à celui où il repart, il faut 33 secondes. Ils l'ont prise pour vous attirer, dit Patricia avec la voix du chirurgien qui décrit une opération à d'autres chirurgiens. Dépourvu de sentimentalisme, non par manque d'humanité, mais parce que l'humanité dans certains moments n'aide pas. Karim sait que les funérailles étaient fausses. Il sait que votre père est encore vivant quelque part. Comment? Il a probablement quelqu'un à l'intérieur des pompes funèbres, où il surveillait votre famille depuis plus longtemps que nous pensions. Elle secoua la tête. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Ce qui importe, c'est qu'il a votre mère et qu'il va s'en servir pour vous faire bouger, vous faire faire quelque chose de stupide, vous faire sortir à découvert. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui donne ce qu'il veut. Mon père avait parlé depuis sa chaise, les mains posées sur les genoux et la voix de quelqu'un qui a déjà décidé. Non. Julien? Non. Je me levais. Pas toi?
Pas seul. Pas comme ça. Karim veut se venger de l'homme qui l'a mis en prison. C'est moi, cet homme. Si je me livre, il a ce qu'il veut. Il peut laisser partir ta mère. Il peut cesser de chercher les autres. Sa vengeance est contre moi, pas contre une femme de 64 ans qui n'a rien fait. Tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas garantir qu'il va se comporter rationnellement. Il a passé 25 ans en prison à planifier ce moment. Tu ne sais pas comment il va réagir quand. Je sais comment il va réagir. Mon père me regarda avec ce calme qu'il avait, ce calme que j'avais toujours interprété comme de la sérénité et que je comprenais maintenant être autre chose. Le calme de quelqu'un qui a appris à vivre avec de grandes peurs. J'ai passé 2 ans à l'écouter à travers un micro. Je sais comment il pense. Je sais comment il planifie. Il est cruel, mais il est aussi méthodique. Tuer ta mère n'est pas sa vengeance, c'est un moyen. Si je lui retire ce moyen, si je prends sa place, le moyen n'est plus utile. Et ensuite, il te tue. Peut-être, papa. Il se leva. Il vint vers moi, et il posa ses mains sur mes épaules comme il le faisait quand j'étais petit. Non pas le geste protecteur d'un père envers un enfant, mais le geste égal de 2 personnes qui se reconnaissent. J'ai vécu 25 ans avec ce poids, Julien. Pas témoigner. C'était la bonne chose à faire, et je le referai. Mais le reste. Te laisser grandir sans connaître la vérité. Te regarder construire une vie. Ton travail, ton mariage, tes enfants. En sachant qu'il existait quelque chose qui pouvait la détruire à tout moment. Te regarder devenir l'homme que tu es devenu sans jamais pouvoir te dire « Mon fils, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Sa voix resta ferme, mais dans ses mains, je sentis une tension qui n'existait pas quand j'étais enfant. C'est le moment où je peux réparer. On ne répare pas quelque chose en risquant sa vie. On répare en te protégeant, en protégeant ta mère. Claire, Sophie et Louis. Patricia se racla la gorge. Il y a peut-être une autre façon. Le plan était dangereux. C'était le genre de plan qui fonctionne parce qu'il n'y a pas de meilleure alternative, ce qui ne le rend pas moins dangereux. Cela en fait seulement l'option qu'on choisit, non pas parce qu'elle est bonne, mais parce que les autres sont pires. Les hommes de Karim avaient été localisés dans un ancien entrepôt industriel dans la zone désaffectée de Saint-Denis, une structure de stockage qui appartenait à une société qui avait fait faillite en 2008 et qui depuis était restée vide, avec des vitres brisées et de la végétation qui poussait à travers le bitume du parvis. Le genre d'endroit qui existe dans chaque métropole industrielle que personne ne veut et que personne ne démolit, qui survit par inertie aux marges de tout. Karim veut un affrontement, dit Patricia, regardant les écrans avec la carte du secteur. Très bien, on le lui donnera. Mais à nos conditions, pas aux siennes. Le plan était le suivant. Mon père entrerait en premier, désarmé, les mains visibles. Il s'offrirait en échange de ma mère, gardant Karim à parler, le gardant fixe, pendant que l'équipe se positionnait aux entrées. Au signal, un code transmis par radio, le mot Lachaise, le nom du cimetière où tout avait commencé, les agents feraient irruption, arrêteraient Karim et ses hommes, sortiraient ma mère. « Quel est mon rôle ?» demandai-je. « Vous restez ici, » dit Patricia. Sa voix était ferme comme celle de quelqu'un qui a déjà entendu cette question et connaît déjà la réponse qu'il veut donner, et qui sait déjà qu'elle ne sera pas acceptée. Avec l'équipe de coordination à surveiller les communications. Non. Julien? Non. Je regardais mon père. Je regardais Patricia. C'est ma mère là-dedans. Mon père est sur le point d'entrer seul dans un entrepôt avec un criminel qui veut le tuer. Je ne vais pas rester assis dans un garde-meuble à regarder un écran pendant que ça se passe. Patricia me regarda longuement. Cette évaluation rapide et totale que font les personnes habituées à devoir juger les autres en quelques secondes. « Vous n'avez jamais tiré de votre vie, » dit-elle. « Donnez-moi une arme et montrez-moi quelle extrémité pointer. » Mon père rit. Ce fut le premier vrai rire depuis que j'étais entré dans le box. Non pas le sourire triste d'avant, mais un rire authentique, corporel, le rire de quelqu'un qui reconnaît quelque chose.
Quand il avait 8 ans, dit-il à Patricia, il voulait venir avec moi à une réunion avec un client important. Il me suivit jusqu'à la voiture. Je lui dis non. Il s'assit sur le trottoir devant l'immeuble et dit qu'il resterait là jusqu'à ce que je le fasse monter. Même tête qu'aujourd'hui. J'ai fait ça. Tu es resté assis sur le trottoir pendant 40 minutes. Puis ta mère t'a appelé pour le déjeuner et tu as cédé. Cette fois-ci, il n'y a pas de déjeuner qui tienne. Patricia regarda mon père. Mon père me regarda. Puis ils hochèrent tous les deux la tête, presque simultanément, avec la synchronie de gens qui partagent quelque chose depuis si longtemps qu'ils n'ont plus besoin de discuter. Bien, dit Patricia finalement, mais tu fais exactement ce que je dis. Exactement. Si ça tourne mal, je cours. Je ne me retourne pas. Je prends ma femme et mes enfants et je disparais. Promets-le lui, pas à moi. Je regardais mon père. Dans ses yeux se trouvait cette même expression. Cette même et exacte expression qu'il avait quand j'étais enfant, et qu'il essayait de me protéger de choses que j'étais trop petit pour comprendre. Maintenant, je les comprenais. Et maintenant, je savais ce qu'il me demandait. Je te le promets. Je n'y croyais pas. Mais je le lui promis quand même. Et je crois qu'il savait que je n'y croyais pas, et qu'il l'acceptait quand même, parce que parfois les promesses ne sont pas faites pour être tenues. Elles sont faites pour être dites, pour créer entre deux personnes un espace dans lequel toutes les deux font semblant que les choses vont bien se passer. L'entrepôt de Saint-Denis se dressait contre le ciel du soir comme une carcasse, une silhouette massive de tôle rouillée et de béton gris, haute comme un immeuble de 3 étages, avec les vitres des fenêtres couvertes de plastique noir et les portails du parvis grands ouverts, comme la bouche de quelque chose qui attend sans se presser. Nous nous approchâmes du côté du canal Saint-Denis, en utilisant un chemin qui longeait le mur d'enceinte arrière. Boue et broussailles mouillées, l'odeur de l'eau stagnante, le bruit de nos chaussures sur les graviers qui semblait impossiblement fort dans le silence. Paris, à moins d'1 kilomètre, illuminait le ciel de sa lumière orange perpétuelle, comme si elle ignorait que dans ce coin oublié de sa banlieue, il était sur le point de se passer quelque chose. Mon père alla en premier. Je le regardais avancer vers l'entrée de service, les mains visibles le long du corps, le dos droit, le pas de quelqu'un qui a décidé où il va et pourquoi. Il avait 67 ans et en paraissait chacun ce soir-là. Mais il avait aussi quelque chose que peu d'hommes de 67 ans possèdent encore, quelque chose qui ne se gagne pas facilement. La dignité de celui qui sait ce qu'il fait et le fait quand même. Je le suivis, restant dans l'ombre, avec 2 agents derrière moi et 3 autres qui se déplaçaient vers les entrées latérales comme des fantômes. Je serrai dans ma main l'arme que Patricia m'avait donnée. Un pistolet de service, familier comme objet et complètement étranger comme poids. Et je pensais à Sophie sur la balançoire dans le square à côté de chez nous. Je pensais à Louis avec la cravate du grand-père trop grande qui voulait lui ressembler. Je pensais à Claire qui disait « Vas-y » sans me demander pourquoi. L'intérieur de l'entrepôt était vaste et sombre comme le vide. Haut de presque 10 mètres, avec des poutres en fer qui traversèrent le plafond, d'où pendaient des lampes industrielles, certaines fonctionnelles, la plupart non. Les lumières créaient un effet d'îlot de lumière jaune, entouré d'ombres profondes, comme si l'espace était fait de zones séparées, chacune avec son propre degré de visibilité. Et au centre, dans la zone la plus éclairée, entouré de 6 hommes, Victor Karim. Je le reconnus d'après la photographie, mais la photographie n'avait pas tout capturé. Elle avait saisi les cheveux gris, la corpulence, le visage marqué. Elle n'avait pas capturé sa façon d'occuper l'espace. Avec ce calme absolu, cette immobilité de celui qui n'est pas pressé parce qu'il a tout le temps du monde, cette qualité spécifique de celui qui a passé des années dans un lieu fermé et a appris à occuper n'importe quel espace comme s'il lui appartenait. Et à côté de lui, attachée à une chaise avec des serre-câbles en plastique au poignet, ma mère, Marguerite Fontaine, 64 ans, la femme qui m'avait appris à lire, la femme qui avait pleuré plus que moi quand j'étais parti à Lyon pour mes études et qui avait fait semblant de ne pas avoir pleuré quand je m'en étais rendu compte.
La femme qui faisait le pot-au-feu le samedi matin et ne laissait jamais passer un anniversaire sans téléphoner. Même quand je travaillais trop et ne répondais pas. Même quand j'étais distrait et oubliais des choses importantes. Elle était là. Le tailleur sombre des funérailles encore sur elle, son mouchoir blanc encore serré dans une main attachée. Son visage était pâle, avec cette blancheur qu'ont les visages quand le corps a consumé toute l'adrénaline et n'en a plus. Mais ses yeux étaient ouverts, présents, vivants. Elle avait peur. Une peur qui se voyait dans sa façon de respirer, dans la façon dont ses mâchoires étaient resserrées. Mais elle n'était pas brisée. Marc Fontaine. La voix de Karim résonna dans l'espace vide de l'entrepôt, comme si l'espace l'avait attendu. Je savais que tu n'étais pas mort. Les funérailles étaient bien faites. Très théâtrales, très élaborées, presque convaincantes. Un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Presque. Laisse-la partir, Victor. La voix de mon père était ferme. Ferme comme je ne l'avais jamais entendue. Ferme comme le béton sous nos pieds. C'est entre toi et moi. Ça n'a rien à voir avec elle. Entre toi et moi? Karim secoua la tête avec une lenteur qui semblait presque théâtrale. Tu m'as pris 25 ans. 25 ans dans une cellule de 3 mètres sur 3, à penser, à me souvenir, à planifier. Tu t'es fait une belle vie pendant ce temps. Je le sais, je vous ai fait surveiller. Fils avocat, petits-enfants, belle maison, vacances estivales en Provence. Moi je mangeais à la cantine du pénitencier. Il s'approcha d'un pas de ma mère. Et maintenant tu entres ici et tu me demandes d'être raisonnable? Je te demande de t'en prendre à la bonne personne. C'est moi le témoin qui t'a fait condamner. Elle est ma femme, elle n'a rien fait. Ta femme est la raison pour laquelle tu es resté. Elle est la raison pour laquelle tu as construit une vie au lieu de disparaître dans le programme de protection comme tu aurais dû le faire. Elle est le point de pression le plus évident du monde. Karim haussa les épaules. Le geste d'un homme qui décrit quelque chose de simple, presque évident. Je me contente de t'utiliser de la façon la plus efficace. Ton fils est là, n'est-ce pas? Le changement fut soudain, sans avertissement. Karim qui cessait de regarder mon père et commençait à scruter les ombres tout autour. Ces hommes qui se raidissaient, les mains qui s'approchèrent des armes. Non, dit mon père. Je suis venu seul. Ne me mens pas, Marc. J'ai respecté ta mise en scène assez longtemps. Karim sortit un pistolet avec la naturelle de quelqu'un qui a fait ce geste des milliers de fois. Il l'appuya contre la tempe de ma mère. Non avec de la colère. Avec le calme de celui qui utilise un outil. Ou ton fils sort des ombres, ou je commence à faire des dégâts. Arrêtez. Le mot me sortit avant que je puisse le retenir. Je sortis de l'ombre les mains levées, et le monde semblait se déplacer plus lentement que d'habitude. Comme dans certains rêves, cette qualité d'inévitabilité au ralenti dans laquelle on voit ce qui est sur le point de se passer, et on n'arrive pas à en changer la trajectoire. Je suis là. Ne lui faites pas de mal. Karim sourit. Non pas la satisfaction de quelqu'un de surpris, la satisfaction de quelqu'un qui voit une prédiction confirmée. Le voilà, Julien Fontaine, l'avocat, le fils. Il m'observa avec cette attention méthodique que j'avais vue de loin dans son regard, amplifiée par la proximité. « Votre père vous a parlé de moi ?»« Oui. »« Tout ? » ?»« Assez. » Deux des hommes de Karim me saisirent les bras et me traînèrent au centre de l'entrepôt. Ils me jetèrent à genoux sur le béton froid, à côté de mon père. Je sentis le genou qui frappait le sol, une douleur physique, concrète, qui avait quelque chose d'almost libérateur par rapport au reste de ce que je ressentais. Nous étions à genoux, mon père et moi, côte à côte, dans le cercle de lumière jaune des lampes industrielles. Ma mère nous regardait depuis la chaise. Ses yeux se déplacèrent de mon père à moi, et de nouveau à mon père, avec cette expression qu'a une personne qui voit deux choses importantes ensemble, dans un mauvais endroit. « C'est complet maintenant, » dit Karim. « Presque. La femme et les petits-enfants sont en sécurité quelque part, j'imagine, mais on les trouvera. Nous avons le temps. » Il se tourna vers mon père.
D'abord, je veux que tu vois ce qu'on ressent. Comme j'ai vu, en 1998, mon empire s'effondrait témoignage après témoignage, pièce par pièce. Il leva le pistolet. Il le pointa vers moi. Victor, attends. J'ai assez attendu. Je fermai les yeux. Je n'en décidais rien. Ils se fermèrent tout seuls, comme lorsqu'on éteint la lumière et que les yeux s'adaptent avant que l'esprit ne le décide. Je sentis le froid du béton sous mes genoux. Je sentis l'air confiné de l'entrepôt. Je pensais à Claire, à sa voix au téléphone, vas-y, sans me demander pourquoi. Je pensais à Sophie et Louis, quelque part en sécurité dans un endroit éclairé et bruyant qu'ils ne savaient pas avoir dû rejoindre pour cette raison. Pardon, pensais-je. Pardon pour tout ce que je ne vous ai pas dit. Le coup de feu fut un son énorme dans l'espace fermé de l'entrepôt, un son qui semblait physique, qu'on ressentait dans la poitrine avant même que dans les oreilles. Mais je ne mourrais pas. J'ouvris les yeux. Karim était à terre. Il se tenait l'épaule droite de la main gauche, le pistolet glissé sur le sol à 3 mètres de lui. Son visage avait perdu pour la première fois cette qualité de calme absolu. Maintenant, il montrait quelque chose de plus humain, quelque chose de surpris, comme s'il n'avait jamais vraiment cru que quelqu'un pourrait l'arrêter. Patricia se tenait au-dessus de lui, son arme pointée, les cheveux agités par l'air de l'entrepôt comme si rien de tout ce qui venait de se passer ne l'avait touché. « Victor Karim, vous êtes en état d'arrestation. » Sa voix remplit l'espace comme la voix de Karim l'avait rempli auparavant. Ferme, définitive, sans place pour les discussions. Tentative d'homicide, enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. De chaque entrée, chaque porte, chaque ouverture de l'entrepôt, les agents faisaient irruption avec leurs lampes torches qui tranchaient l'obscurité. Des voix qui criaient des ordres superposés. Les hommes de Karim qui désorientaient, certains cherchant à se battre, d'autres levant les mains, d'autres encore cherchant des sorties qui n'existaient pas parce qu'elles avaient été bloquées avant que quelqu'un pense à fuir. Mon père était déjà aux côtés de ma mère, coupant les serre-câbles au poignet avec un couteau qu'il avait gardé dans sa poche, la tirant hors de la chaise, la serrant dans ses bras. « Marguerite, Marguerite, tu vas bien ?» Elle pleurait. Ce type de pleurs qui viennent après, quand le danger est passé et que le corps se souvient d'avoir eu peur. Elle tremblait d'une façon légère et continue. Mais elle hochait la tête. « Je vais bien, Marc. » Sa voix était à peine un fil. « Tu es vivant. Tu es vraiment vivant. Tout ce temps, je suis vivant. » Je m'agenouillais à côté d'eux sur le béton froid. Je m'agenouillais pour la 2e fois dans cette salle, mais cette fois pas parce que quelqu'un m'y avait jeté, cette fois par choix. Et je mis mes bras autour de tous les deux, mes parents, vivants, ensemble, dans un entrepôt abandonné de Saint-Denis avec les lumières des torches des agents qui illuminaient tout autour de nous. Je ne dis rien. Il n'y avait rien à dire qui puisse ajouter quelque chose à ce qui était déjà là. C'était fini. 25 ans de secret. 25 ans de peur. 25 ans d'ombre au bord d'une vie qui semblait normale. Et maintenant, c'était fini. Les suites furent compliquées, comme le sont toujours les suites quand la vérité émerge après avoir été enterrée si longtemps sous tant de terre. Victor Karim fut transporté à l'hôpital Lariboisière ce soir-là même. La balle de Patricia lui avait traversé le muscle de l'épaule sans toucher l'os. Le genre de blessure que les médecins appellent nette, avec le même détachement professionnel avec lequel les juges appellent les sentences définitives. 4 jours après, il sortit de l'hôpital, le bras en écharpe, et alla directement en détention provisoire. Le parquet de Paris ouvrit le dossier le même après-midi de l'arrestation. Enlèvement et séquestration aggravée, tentative d'homicide prémédité, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, corruption d'agents publics. Ses avocats, et il en avait 3, tous compétents, tentèrent toutes les voies. Ils contestèrent les écoutes, la chaîne de garde des preuves, la chronologie de la surveillance. Le juge d'instruction confirma la détention provisoire en 16 minutes.
Ces hommes commencèrent à parler presque immédiatement. Quand les organisations se démantèlent, elles se démantèlent vite. Il y a quelque chose dans la dynamique de la loyauté criminelle qui tient tant que le chef tient, et quand le chef tombe, chacun commence à calculer combien vaut sa propre position en termes de réduction de peine. 5 sur 6 signèrent des accords de coopération avec la justice. Le sixième garda le silence, peut-être par principe, peut-être parce qu'il avait quelqu'un à qui répondre au-dessus de Karim. Le procès dura 2 ans. Cette fois-ci, il n'y aurait pas d'accord, de réduction, de bonne conduite utilisée comme monnaie d'échange. Cette fois-ci, les preuves étaient accablantes, les témoins protégés, et le climat politique et médiatique autour du procès était celui de quelqu'un qui veut que quelque chose se termine une fois pour toutes. Karim fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Ses avocats annoncèrent un pourvoi en cassation. Le pourvoi fut rejeté. La condamnation fut confirmée. Ma mère passa une nuit à l'hôpital pour des examens. Physiquement, elle allait bien. Quelques écorchures au poignet à cause des serre-câbles, la tension artérielle élevée, le choc que le corps accumule pendant les heures d'extrême danger et relâche tout d'un coup quand le danger est passé. La médecin qui l'examina dit « stress aigu post-traumatique » avec la même platitude avec laquelle on dit « rhinopharyngite », mais y mit une attention qui allait au-delà du protocole. Ma mère resta immobile pendant tout l'examen, répondit aux questions avec cette précision ordonnée qu'elle avait toujours, mais ses mains ne cessaient pas de trembler. Il fallut des mois. Une bonne psychologue dans un cabinet calme à quelques pas de la rue du Bac, où ma mère allait chaque jeudi après-midi et dont elle ressortait avec cette qualité de fatigue qu'ont les personnes après avoir regardé dans quelque chose de difficile. Elle ne me raconta jamais les détails de ses séances, et je ne les lui demandais pas. Certaines choses s'élaborent dans le silence qui les contient, non dans celui qu'on partage. Mon père dut répondre à de nombreuses questions. Beaucoup de questions, beaucoup de bureaux, beaucoup de formulaires CERFA. L'OCRG-DF avait autorisé et coordonné l'opération, mais il y avait des procédures à suivre, des rapports à rédiger, des cercles bureaucratiques à traverser que le système français, avec cette qualité spécifique de compliquer les bonnes choses autant que les mauvaises, rendait particulièrement tortueux. Les pompes funèbres qui avaient coopéré furent inspectées et ensuite fermées pour une série d'irrégularités administratives et fiscales préexistantes à l'histoire de mon père, mais qui ne seraient jamais remontées sans l'enquête. Le médecin légiste qui avait signé le certificat de décès, un médecin de province avec des dettes de jeu et la mauvaise habitude de résoudre ses problèmes de la mauvaise façon, fut suspendu de l'ordre puis radié. Les mensonges, même ceux dits pour les bonnes raisons, laissent toujours des traces. C'est peut-être la seule chose vraiment identique entre les mauvais mensonges et les bons. Les deux laissent derrière eux quelque chose qui demande nettoyage. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? C'était 3 jours après l'entrepôt de Saint-Denis. Nous étions assis sur la terrasse d'une maison sécurisée dans les Chevreuses, une petite maison basse immergée dans la forêt, avec l'odeur de la résine et de la terre humide et ce silence particulier des endroits éloignés du trafic. Le soleil descendait au-delà de la ligne des arbres, teintant d'orange et de rose les bois lointains. De l'intérieur de la maison venait le son de la télévision. Ma mère qui regardait un journal télévisé, Claire qui lui tenait compagnie. Les enfants qui couraient dans les couloirs avec cette licence exagérée qu'ils prennent dans les endroits nouveaux. Mon père avait un verre d'eau à la main. Il ne buvait pas. Il le tenait seulement, comme si quelque chose lui était nécessaire pour se tenir. 25 ans, papa. Tu aurais pu me dire la vérité, au moins une fois, au moins un moment. Il resta silencieux pendant un temps assez long pour faire comprendre qu'il ne cherchait pas à éviter la réponse. Il cherchait la bonne réponse, celle qui soit vraie et non simplement défensive, celle qui dise ce qu'il voulait dire sans ajouter des choses qui n'appartenaient pas à cette conversation. « Et pour en faire quoi, avec toi, Julien ?» dit-il finalement. « Te charger de ce poids ? Te faire regarder par-dessus ton épaule
chaque fois que tu sortais de chez toi? Te faire grandir en sachant qu'il existait un homme qui pouvait décider, à n'importe quel moment, de te faire du mal parce que j'avais témoigné contre lui? J'aurais eu le droit de choisir, de savoir, de décider quoi en faire. Tu étais enfant quand Karim est allé en prison. Tu avais 6 ans. Il se tourna pour me regarder, avec cette qualité de regard direct qu'il avait toujours. Le même regard qu'il utilisait quand j'étais enfant, et que j'essayais de le convaincre de quelque chose qu'il savait ne pas être vrai. À quel moment tu aurais dû le savoir, selon toi? À 10 ans? À 15, pendant que tu préparais le bac? À ta fête d'entrée à Sciences Po, quand tu es revenu à la maison le visage heureux? Avant mon mariage, peut-être? Avant que Claire devienne une partie de cette histoire sans le savoir? J'y ai pensé. Sa voix resta ferme, mais quelque chose en elle se fit plus lourd. La semaine avant ton mariage, j'y ai vraiment pensé. Je me suis dit, c'est le moment. Il est adulte. Il a choisi la personne avec qui il veut vivre. Il a le droit de savoir sur quoi il construit sa vie. Je me suis réveillé la nuit avec l'intention de te le dire le matin. Et pourtant, l'aube arriva et tu descendis prendre le petit déjeuner avec ce visage que tu avais. Ce visage heureux, cette légèreté, cette qualité de quelqu'un qui est convaincu que la vie lui donnera ce qu'il mérite. Et je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu être celui qui prenait toute cette légèreté et y mettait un caillou. Il baissa les yeux sur son verre d'eau. Et puis j'ai encore repoussé. Et encore. Et chaque année qui passait était une année de mensonges de plus. Mais c'était aussi une année de vie normale de plus. Une année de Claire qui ne savait pas. Une année de Sophie qui grandissait sans peur. Une année de Louis qui pouvait être simplement un enfant. Et maintenant ils savent. Maintenant ils savent. Et ils vont bien. Et nous sommes là. Il se leva et alla à la rambarde de la terrasse, regardant la forêt qui s'assombrissait dans le soir. Julien, j'ai commis des erreurs énormes. Je ne le nie pas. J'ai fait des choix que tu avais le droit de partager et que j'ai fait seul. J'ai gardé des secrets qui pesaient sur nous deux, même quand tu ne le savais pas. Surtout quand tu ne le savais pas. Et si je pouvais revenir en arrière, tu ferais la même chose. Il s'arrêta. Oui, dit-il après un moment. Je crois que oui. Parce que, même en sachant tout ce que je sais maintenant, si j'avais devant moi le choix entre te le dire et te garder en sécurité, je te garderais en sécurité. Même au prix de porter le secret seul. Même au prix de ne jamais pouvoir te regarder dans les yeux sans sentir que je te cachais quelque chose. Je restais silencieux. Je regardais la forêt. Je regardais mon père de dos. Ce profil que je connaissais depuis toute ma vie. Les épaules légèrement courbées sous le poids de quelque chose qui maintenant n'existait plus, mais qui avait laissé son empreinte dans la posture, dans la façon de se tenir debout. Je pensais à Sophie. Je pensais à Louis. Je pensais à la photographie sur le moniteur du box numéro 17. Sophie sur la balançoire, inconsciente, avec son cartable rouge qui oscillait. Qu'est-ce que j'aurais fait pour la protéger? Qu'est-ce que j'aurais fait pour protéger Louis? Aurais-je menti? Aurais-je porté un secret pendant 20 ans si ça avait signifié que mes enfants pouvaient grandir sans savoir de la pierre au fond du puits? Aurais-je regardé mon fils à l'université, au mariage, à la naissance de ses enfants, et ne lui aurais rien dit pour le garder en sécurité? La réponse était oui. La réponse était oui. Et je la trouvais non pas avec la tête, mais avec cette partie du corps qui sait les choses avant que l'esprit les traite. Cette partie qui se contracte quand on voit ses enfants en danger. Cette partie qui ne demande pas la permission et n'attend pas le bon moment. Je comprends, dis-je finalement. Ma voix sortit plus calme que je ne le pensais. Ça ne me plaira jamais. Ça ne sera jamais le choix que j'aurais fait à ta place. Ou du moins, ce n'est pas le choix que je voudrais avoir fait. Mais je comprends. Mon père ne dit rien pendant un long moment. Puis il se retourna, et dans ce visage marqué par les années, par le secret, par la peur, par la culpabilité, et maintenant par quelque chose qui n'avait pas encore de nom précis, quelque chose qui commençait juste à avoir de la place, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une qualité de légèreté. Non pas du bonheur, c'était trop tôt pour ça,
Et peut-être que certains types de bonheur n'arrivent qu'après que toute la pesanteur ait été entièrement traitée, mais de la légèreté. Comme quand on cesse de tenir quelque chose de lourd et qu'on se rend compte de son poids seulement au moment où on le lâche. Merci, mon fils. Il s'approcha. Il tendit la main. Il la posa sur mon épaule. Je restai assis. Je ne me levai pas, je ne me retournai pas, je ne fis aucun de ces gestes qu'on fait dans les moments importants comme pour les signaler par une parenthèse physique. Je restai assis et mis ma main sur la sienne, comme je l'avais fait 1000 fois, sans le savoir, au cours d'une vie entière. Nous restâmes sur la terrasse tandis que la forêt s'assombrissait et que de l'intérieur de la maison arrivait le rire de Louis. Oh, soudain, le rire d'un enfant de 6 ans qui trouve quelque chose d'infiniment drôle. Et la voix de Claire qui disait quelque chose que je ne compris pas, et le son du journal télévisé que ma mère avait baissé. Une famille, tous présents, tous vivants, tous ensemble dans un endroit sûr. C'est tout ce qui compte. Maintenant, je le sais. C'est tout ce qui a toujours compté. Il s'est passé 2 ans depuis ses funérailles. Les funérailles où mon père n'était pas mort. Les funérailles qui ont tout changé de manière si totale que maintenant j'ai du mal à croire que ma vie d'avant était la mienne. J'ai 40 ans maintenant. J'exerce toujours la profession d'avocat. Le même cabinet dans le 8e arrondissement. Les mêmes collègues qui se demandent parfois pourquoi j'ai arrêté de travailler sur les grands contrats d'affaires qui apportèrent les clients les plus rentables. J'ai changé de cap de la façon dont on change de cap quand quelque chose d'énorme vous a fait comprendre où vous alliez et pourquoi ce n'était pas le bon endroit. Moins de droit des affaires. Moins de consultations pour des entreprises qui ont plus d'avocats qu'elles n'en ont besoin. Plus de travail pro bono pour des familles en difficulté. Des parents immigrés qui naviguent dans un système juridique dans une langue qui n'est pas la leur. Des personnes que le système a oubliées ou systématiquement ignorées. Des familles qui ont un tort légal mais n'ont pas les moyens de le défendre. Je gagne moins. Je dors mieux. Mon père a 69 ans. Lui et ma mère ont vendu l'appartement du 8e arrondissement. Cet appartement grand et lumineux où j'ai grandi, avec la chambre dont la fenêtre donnait sur la cour intérieure, où ma mère classait les livres par ordre alphabétique d'auteur et mon père les classait par ordre chronologique. Et aucun des deux n'arrivait à convaincre l'autre que son système était meilleur. Trop de souvenirs entremêlés avec cette entrée, ces escaliers, cette porte cochère verte. Ils ont déménagé dans un village de Provence, près de Lourmarin. Un village de 600 habitants où tout le monde se connaît de nom, où les enfants vont encore à l'école à pied, où le café de la place a les mêmes propriétaires depuis 30 ans. L'après-midi, on n'entend que le chant des cigales et les cloches de l'église qui marquent les heures. Ils sont plus heureux que je ne les ai jamais vus. Ce mot, heureux, semble presque insuffisant, presque trop simple pour contenir ce qu'ils ont maintenant. Ils sont libres, enfin, de l'ombre qui avait pesé sur eux pendant un quart de siècle. Ce n'est pas que l'ombre n'ait jamais existé. Il y a eu, je le sais, des nuits où mon père se réveillait et fixait le plafond, en calculant des distances et des probabilités. Des moments où ma mère voyait une voiture inconnue, garée devant chez eux, et s'arrêtait une seconde avant d'entrer. L'ombre était là. Mais maintenant, elle n'y est plus. Et la différence entre avoir une ombre et ne plus la voir, c'est la différence entre vivre et survivre. Claire sait tout. Je lui ai tout raconté 3 jours après l'arrestation de Karim, assis à la table de la cuisine à 11 heures du soir avec les enfants qui dormaient et 2 tasses de tisane au tilleul qui refroidissaient entre nos mains sans que l'un ou l'autre les touche. Je lui ai raconté tout du début à la fin. L'histoire de mon père, le micro, le procès de 1998, les 25 ans de secret, la mort simulée, le fossoyeur, la clé, l'enveloppe, l'entrepôt de Saint-Denis. Tout. Il m'a fallu presque 3 heures. Elle était en colère au début. Non pas le genre de colère qui explose et finit, le genre plus difficile, celui qui se manifeste sous forme de silence et de questions précises et d'une qualité d'attention totale qui est pire que les cris. Elle était en colère que je lui ai caché ce qui se passait, que je l'ai envoyée avec les enfants chez mes parents, sans lui expliquer pourquoi,
que je sois allé dans cet entrepôt sans lui dire où j'allais. Elle était en colère, et elle avait raison de l'être, que pendant tout le temps où elle avait vécu avec moi, elle avait aussi vécu dans l'ombre de quelque chose qu'elle ne savait même pas qui existait. La colère dura des semaines, non pas de façon explosive, de façon souterraine, la façon dont certaines choses se traitent quand on a une vie entière à porter en même temps que de les traiter. Il y eut une nuit où elle dit des choses difficiles et justes. Il y eut un matin où elle ne se leva pas pour le petit déjeuner quand je me levais, ce qui ne s'était jamais produit en 10 ans de mariage. Il y eut une semaine où nos échanges étaient gentils et précis et dépourvus de cette qualité chaude et désorganisée qu'ont les conversations entre personnes qui s'aiment vraiment. Puis ça passa. Non pas de la façon dont passe quelque chose qui se termine, de la façon dont passe quelque chose qui s'intègre, qui trouve sa place dans l'histoire de nous, qui devient une partie de ce que nous avons été ensemble, et non une raison d'arrêter de l'être. Elle me pardonna parce que c'est ce que fait l'amour. Il pardonne. Non pas parce qu'il est aveugle ou naïf, ou incapable de voir le tort, mais parce que le pardon est un choix actif, non une conséquence automatique de l'amour. Et certaines personnes ont la force et la sagesse de le choisir. Sophie a 9 ans maintenant. Louis en a 6. 7 dans 2 mois. Ce qui est source d'une impatience qui occupe une partie significative de ces conversations quotidiennes. Ils savent que leur grand-père était malade, quelque chose de sérieux, avons-nous dit, mais qu'il est maintenant guéri. Ils n'ont pas besoin de savoir le reste. Pas encore, peut-être jamais. Peut-être que quand ils seront adultes et demanderont, comme ils demanderont, il y aura une façon de le raconter qui ne sera qu'une histoire de famille, une histoire de choses qui se sont passées et qui ont bien fini. Ou peut-être pas. Je ne sais pas encore. C'est une des questions auxquelles je pense de temps en temps, que je reporte parce que le bon moment n'est pas maintenant. Le dimanche, nous allons déjeuner en Provence. Nous prenons l'autoroute jusqu'à Aix et puis les routes départementales qui traversent la Garrigue. 2 heures de trajet, avec les champs de lavande sèche et les villages perchés qui apparaissent et disparaissent derrière les virages. Toujours pareil et toujours différent de la façon dont sont les choses qui restent. Mon père fait griller la viande sur la terrasse qui donne sur les collines, tandis que ma mère joue avec les petits-enfants dans le jardin en pente derrière la maison. Nous mangeons ensemble, nous rions, nous racontons des histoires de rien d'important. Les notes de Sophie, le match de foot de Louis, la série télévisée que Claire et moi regardons le soir, le livre que mon père a commencé et ne finit jamais parce qu'il s'endort après 10 pages et fait semblant qu'il n'en est pas ainsi. Des choses normales, le genre de choses que je tenais pour acquises avant de comprendre combien facilement elles pouvaient être emportées. Je ne les tiens plus pour acquises. Ni le pot-au-feu du samedi, ni le rire de mon père, ni la façon dont Claire serre ma main sous la table quand elle sent que je pense à quelque chose de difficile. Rien. Le fossoyeur, René Duchamp, m'a envoyé une carte de vœux l'année dernière. Une carte postale du Pont-Neuf sous la neige, le genre vendu dans les tabacs de toute la France depuis des décennies, avec une écriture hésitante et simple. Content que ça se soit bien passé. Votre père est un brave homme. Prenez soin de lui. Je l'ai encadré. Je l'ai mise sur le bureau de mon cabinet, entre la photo de mon mariage et le dessin que Sophie m'a fait à 5 ans. Moi, avec une tête ronde et des bras trop longs, avec en dessous écrit « Papa » en lettres majuscules irrégulières. La carte de René Duchamp est là entre ces deux choses, et ça me semble juste. Comme rappel que parfois les gens qui vous sauvent la vie sont des inconnus, que parfois la vérité est cachée pour les bonnes raisons, que parfois les morts ne restent pas morts. Et c'est bien ainsi. Plus que bien. Mon père et moi parlons tous les jours. Pas toujours longtemps. Parfois c'est un appel de 3 minutes pendant qu'il marche dans les chemins de la Garrigue et que j'attends que le café soit prêt le matin. Parfois c'est un message. Parfois c'est le dimanche, avec tout le temps du monde. Mais chaque jour, c'est quelque chose qui est venu tout seul, sans que l'un ou l'autre le décide ou le planifie. C'est venu du fait qu'il y a maintenant de la place pour le faire. Parce qu'entre nous, il n'y a plus cette chose non dite qui occupait de la place même dans le silence.
Nous ne parlons pas du passé. Nous avons épuisé ce sujet. Nous l'avons tourné et retourné. Nous l'avons examiné sous chaque angle. Nous y avons construit les conversations difficiles et puis rangé tout ce qu'il n'était plus utile de porter. Ce n'est pas que le passé n'existe pas. C'est qu'il a maintenant sa place et n'occupe pas celle des autres. Nous parlons de l'avenir, de mon travail, de sa retraite, du livre qu'il ne finit jamais. Des représentations scolaires de Sophie. L'année dernière, elle a joué le rôle de la reine dans un spectacle sur l'histoire de la Provence, avec une couronne en carton doré que ma mère a conservée avec le même soin qu'on conserve les choses importantes. Des matchs de foot de Louis, qui joue dans l'équipe des Poussins du village, et que mon père suit avec un dévouement qui serait excessif s'il n'était pas si touchant. Il a le pied de Zidane, dit mon père chaque dimanche, avec le sérieux absolu de quelqu'un qui a atteint une conviction scientifique. Il a le pied gauche de Zidane. Claire et moi ne disons rien. Nous laissons mon père avoir ça. La semaine dernière, nous étions assis sur la terrasse de l'Ourmarin, regardant le paysage s'assombrir pendant que le soleil descendait au-delà des Luberons. Le ciel était de ce rouge-orange spécifique de fin d'été, le genre de coucher de soleil qui donne envie de le regarder sans rien faire d'autre, sans le commenter, sans le photographier, juste le regarder jusqu'à ce qu'il se termine. Sophie et Louis couraient dans le jardin en poursuivant un lézard qui disparaissait et réapparaissait entre les pierres de la terrasse. On entendait leur voix, le rire haut de Louis, la voix un peu plus sérieuse de Sophie qui expliquait quelque chose, le bruit de leurs pas sur les graviers. « Je ne pensais pas que j'aurais jamais ça », dit mon père à voix basse. Il ne me le dit pas à moi en particulier. Il le dit à l'espace, à l'air du soir, aux collines. Il le dit comme on dit les choses qu'on a pensées si souvent en solitude que les prononcer à voix haute pour la première fois fait un effet étrange, presque physique. Avoir quoi? Cette paix. Il regarda autour de lui. La terrasse, les collines, le jardin, les enfants, la lumière qui entrait par la porte vitrée, où Claire et ma mère préparaient quelque chose pour le dîner. Une famille qui connaît la vérité et m'aime quand même. Un fils qui... Il s'arrêta. Un fils qui m'a pardonné. Il n'y avait rien à pardonner, papa. Il y avait tout à pardonner. Je t'ai menti toute ta vie. Je t'ai mis en danger. Je t'ai fait croire que j'étais mort. Tu l'as fait pour me protéger. Ça ne le rend pas juste. Non. Je me tournai pour le regarder. Mais ça le rend compréhensible. Et parfois, comprendre suffit. Parfois, comprendre c'est tout. Je posai ma main sur son épaule. Il était plus maigre qu'il y a quelques années. Non pas de façon inquiétante, mais de la façon dont certaines personnes s'allègent avec l'âge, comme si le corps cessait de tenir des choses qui ne sont plus utiles. Mais il était là, présent, vivant. Tu es mon père, quoi que tu aies fait, quel que soit le secret que tu aies gardé, quel que soit le choix que tu aies fait à ma place en croyant me protéger. Tu es encore mon père, et je t'aime. Il ne dit rien. Il se contenta de lever la main et de serrer la mienne, comme il l'avait fait sur la terrasse des Chevreuses, comme il le faisait quand j'étais enfant et que j'avais peur de quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Nous restâmes assis, en silence. Les collines des Luberons s'assombrissaient, avec les lumières des villages perchés, Beaugneux, Ménherbe, Lacoste, qui s'allumaient une à une comme des étoiles tombées qui se seraient arrêtées avant de s'éteindre. Sophie et Louis riaient dans le jardin. De l'intérieur de la maison venait le son de Claire et de ma mère qui parlaient, la musique douce que ma mère met toujours quand elle cuisine, le son des choses normales et précieuses de la vie. Une famille, ensemble, vivante, tout entière. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui a toujours compté, même quand je ne le savais pas encore. Je sais que cette histoire semble impossible. Un père qui simule sa propre mort. Un fossoyeur avec une clé secrète. Un criminel qui cherche vengeance après 25 ans. Une équipe de l'OCRGDF qui attend dans un entrepôt abandonné de Saint-Denis. Une famille qui se retrouve à l'ombre de quelque chose d'énorme et qui recommence à vivre. Ça semble impossible,
Mais c'est arrivé. Tout. Et si je le partage, ce n'est pas pour raconter une histoire d'action ou de suspense. C'est parce que je crois que dans cette histoire, il y a quelque chose de vrai sur la façon dont fonctionne l'amour, sur la façon dont fonctionne la famille, sur la façon dont fonctionnent les secrets et le pardon et le temps. La leçon est celle-ci. Les personnes que nous aimons nous garderont parfois des secrets. Elles nous mentiront, nous cacheront des choses qu'elles pensent que nous ne devons pas savoir, prendront des décisions énormes sans nous consulter. Et dans ce moment-là, quand on découvre la vérité, quand le secret remonte à la surface, ça peut sembler une trahison. Ça peut faire mal d'une façon qu'on n'avait pas imaginée. Ça peut nous faire nous sentir étrangers à nous-mêmes, comme si l'histoire qu'on croyait connaître était écrite dans une langue qu'on ne comprend pas. Mais parfois, pas toujours, pas dans chaque cas, pas comme une règle générale à appliquer à tous les mensonges de toutes les personnes. Parfois, ces secrets sont gardés par amour. Ces mensonges sont dits parce que la personne qui les dit ne supporte pas l'idée de nous voir souffrir. Ces décisions sont prises parce que porter le poids seul semble mieux que de le distribuer sur quelqu'un qu'on aime. C'est ce qu'a fait mon père. Il a porté un secret énorme pendant toute ma vie d'adulte parce qu'il m'aimait trop pour me le passer. Je ne dis pas que c'était juste. Je ne dis pas que vous devriez pardonner chaque mensonge, faire confiance à chaque gardien de secret, accepter chaque omission comme une preuve d'amour. Les mensonges peuvent faire des dégâts énormes. Les secrets peuvent détruire les familles. La frontière entre se protéger et manipuler est mince, et parfois les gens la traversent d'une façon qui n'a rien de noble. Mais je dis ceci, avant de juger, essayez de comprendre. Avant de condamner, essayez de voir l'histoire de l'autre côté. Avant de partir, essayez de vous demander, est-ce que cette personne m'a fait du mal parce qu'elle s'en fichait de moi? Ou est-ce qu'elle m'a fait du mal parce qu'elle ne supportait pas l'idée de me voir souffrir davantage? Parce que parfois, seulement parfois, c'est là la différence. Et cette différence vaut tout. C'est dimanche matin maintenant. Les enfants dorment encore. Sophie dans sa chambre avec la porte entr'ouverte. Louis dans la sienne avec la porte grande ouverte comme il le veut toujours, pour sentir la maison autour de lui-même en dormant. Claire est dans la cuisine, et je sens l'odeur du café qui monte, le son de la machine qui est devenu, au fil des années, le son qui me dit que la journée a bien commencé. Le téléphone vibre sur la table de chevet. Un message de mon père. On arrive pour le petit déjeuner. Maman a fait des crêpes. Prenez du miel. Je souris. Je m'arrête un moment avec le téléphone dans la main, dans le silence de la chambre, avec la lumière du matin qui entre par les volets et dessine des raies sur le parquet. Je pense au dimanche d'il y a 2 ans, ce dimanche au Père-Lachaise, avec le cercueil vide et la clé en laiton et l'enveloppe jaunie, et le monde qui n'avait plus de sens. Je pense à combien ce matin-là semblait la fin de quelque chose. C'était le début. Je réponds. Apportez tout. Le miel est là. On est réveillés. 1 heure plus tard, nous sommes tous assis autour de la table de la cuisine. 3 générations autour d'une table en bois. Un dimanche d'octobre, les crêpes de ma mère qui sentent le sucre et quelque chose que je n'arrive pas à identifier et qui appartient seulement à ses mains, le miel d'un apiculteur d'Île-de-France que Claire achète chaque septembre au marché d'Aligre. Le café trop court de ma mère qui est toujours trop court pour mon goût et parfait pour tous les autres. Les jus de fruits pour les enfants. La baguette de la boulangerie du coin que mon père a déjà acheté en passant. Sophie raconte quelque chose de son livre préféré avec l'urgence de celui qui n'arrive pas à attendre de partager quelque chose de beau. Louis décide qu'il veut la crêpe la plus grande et la prend avant que quelqu'un puisse la lui donner, ce qui déclenche une protestation de Sophie qui est résolue par ma mère de la façon dont elle règle tout depuis toujours. Silencieusement, sans drame, avec une deuxième crêpe encore plus grande que les 2 premières. Claire dit quelque chose à mon père sur le livre qu'il est en train de lire, et mon père répond avec cet enthousiasme disproportionné qu'il a toujours eu pour les livres, comme si chaque conversation sur un livre était quelque chose d'urgent et de nécessaire. Mon père capte mon regard de l'autre côté de la table. Il me fait un clin d'œil. « Pas mal pour un mort », murmure-t-il,
avec la voix de celui qui partage une blague secrète qui n'appartient qu'à nous deux. Je ris. Nous rions tous, parce que Sophie a entendu et veut savoir de quoi il s'agit, et mon père lui dit un joli et affectueux mensonge qui la fait rire encore plus. Et Louis rit parce que Sophie rit, et ma mère rit en regardant mon père, et Claire rit en me regardant. La table de cuisine pleine de crêpes et de voix et de lumière du matin. Et la vie, belle, compliquée, miraculeuse, impossible vie, continue. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like. Écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire, ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.